Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Géopolis Télévision. Tout de suite les titres de ce journal. À la une de l'actualité, cette annonce, l'annonce du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Dans cette édition, nous parlons du profil du prochain Premier ministre avec notre spécialiste maison, Dieudonné Boinali. Également dans les titres de cette édition, plusieurs militaires, plusieurs membres du gouvernement, plusieurs partis, responsables de partis politiques plutôt, devraient quitter la prison centrale de Makala principalement, où d'autres seront quittés. Nous suivrons la réaction de Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile dans cette édition. Au sommaire également, ce nouveau classement de pays africains bénéficiaires de l'engagement chinois, le Maroc, le Libéria ou encore le Maroc rafle la mise. Également dans cette édition, on va suivre la page internationale et la page sportive. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la radio télévision, Géopolis Télévision. Plutôt, bienvenue. L'audience de reprise du procès dit Bukanga Lonzo s'est tenue ce lundi en l'absence de trois prévenus. Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre, Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Stéphanus Grobler Christo, directeur de la société Safrimex, ont expliqué à l'intermédiaire de leurs avocats qui n'avaient pas été informés des exploits en raison de leur absence à la barre. Ce lundi, l'audience a été donc reportée au 14 avril prochain. Un peu plus d'une semaine après son annonce par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'idée de la formation de nouveau gouvernement d'union nationale fait son chemin. D'après plusieurs sources, des tractations sont en cours pour la constitution de cette équipe de combat. Pendant ce temps, la classe politique est en effervescence, notamment entre les potentiels entrants et sortants en prévision de cette éventualité. La grande question reste qui pour diriger cette équipe censée prendre en main la gestion de la guerre d'agression à laquelle le pays fait face. Regardez. Au centre du débat dans les salons politiques de la RDC, le profil du prochain ou de la prochaine chef du gouvernement capable de rassembler les forces politiques et sociales du pays afin de faire face à l'agression rwandaise. Dans les couloirs, plusieurs noms sont cités, notamment ceux de Martin Fayulu et de Jean-Marc Kabunda Kabunda. Martin Fayulu d'abord, candidat aux élections présidentielles de 2018-2023, il reste l'un des acteurs incontournables de l'opposition politique en RDC. Son discours ferme sur la transparence électorale, contre la corruption et la réforme des institutions font de lui un leader crédible pour une transition vers un État plus structuré, lâche un cadre de la majorité présidentielle. Son engagement de longue date pour des réformes profondes et son positionnement constant en faveur d'un État fort et réorganisé séduisent une frange importante de la population, surtout sa farouche résistance au régime Kabila et Tshisekedi, ainsi que le discours sur l'envahissement de l'Est de la RDC par l'État rwandais qui creuse l'écart entre lui et ses challengers de l'ancienne opposition Lamuka. Cependant, sa forte opposition à Félix Tshisekedi pourrait rendre la collaboration difficile, selon certains observateurs qui s'interrogent sur sa capacité à travailler avec l'actuel chef de l'État dans un cadre de consensus. Ne disposant pas des élus, Martin Fayulu risquerait-il d'être à la merci du chef de l'État, pouvant les défenestrer à tout moment, donc la collaboration devient intenable. Certains acteurs politiques plaident pour la tenue d'un dialogue à même de fournir plus de garanties aux membres de la future coalition gouvernementale. Ancien cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kabunda Kabunda lui connaît très bien le rouage du système Tshisekedi. Son passé au sein du parti présidentiel pourrait en faire un interlocuteur plus gérable pour le chef de l'État, facilitant ainsi un dialogue plus fluide
entre l'opposition et la majorité. Toutefois, son image a été affaiblie par ses récentes déboires judiciaires et son revirement politique qui les rendent moins populaires auprès de l'opinion publique. Au-delà des ennuis judiciaires, Kabounda est aussi fragilisé de par la sociologie politique. Venant de la région du Grand Kassai, l'originaire de Lusa dans la province du Kassai central vient du centre du pays comme l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi, une faiblesse sur le plan de la représentation géographique du pays. Si l'on se fie aux tendances actuelles, Fayoulou garde une courte avance sur Kabound, dont les préférences pour la primature, selon le propos croisé de bon nombre d'acteurs politiques de la classe politique. Son dynamisme, son discours de rupture et sa vision d'une RDC réformée le positionnent en tête du choix possible prématurable. Néanmoins, Kabound conserve une carte à jouer, notamment grâce à son expérience au sein du pouvoir actuel. Le président devra donc choisir entre un premier ministre de la rupture, Martin Fayoulou, Kabound, qui impose des réformes difficiles, et un premier ministre plus conciliant, Kabound, qui pourrait jouer un rôle de médiateur entre les forces politiques en présence. Au-delà de ces noms, revenant de plus en plus sur les chéquiers politiques de la RDC, Félix Tshisekedi dispose encore de cartes à jouer, notamment en allant piocher dans l'aile dure de l'opposition, notamment dans les camps Kabila et Katumbi. Même si les deux n'ont pas pipé un mot sur cette annonce présidentielle, rien n'empêche au chef de l'État d'élargir l'assiette. Au-delà des composantes politiques, le président de la République pourrait également se tourner vers des personnalités, notamment celles de la société civile, pour l'aider à coordonner l'action gouvernementale pendant cette période de crise. Autant d'options pour le chef de l'État qui ne devrait pas avoir du temps à perdre dans sa volonté d'en finir définitivement avec la crise qui écume particulièrement la partie nord-orientale de son pays, où la nécessité d'un dialogue inclusif ou une réponse militaire deviennent de plus que jamais nécessaires, au-delà d'offensives diplomatiques dont le résultat sur le terrain demeure discutable. Voilà, on a Dieudonné Boinali, comme je l'ai annoncé à l'introduction du journal. Il est spécialiste des questions politiques également, chroniqueur à Géopolis. Comment voyez-vous le profil du prochain chef du gouvernement à l'issue de ce gouvernement d'union nationale, si jamais il tentait qu'il est mis en place finalement? Merci pour la question, José Junior Ouawa. Le chef de l'État a annoncé il y a quelques semaines la composition d'un nouveau gouvernement. Il s'agit du gouvernement d'union nationale. Mais la question qui taraude les esprits dans tous les salons IP dans la capitale congolaise, c'est qui pour succéder à Judith Soumina Touloukwa? Est-ce que cette dernière sera-t-elle aussi reconduite? Si oui, pour quelle mission? Et à défaut de Judith Soumina Touloukwa, prenons l'exemple si ça sera un homme, et ça sera un civil ou un militaire. Proviendra-t-il de la diaspora ou bien ça sera quelqu'un qui vit au pays et qui connaît les problèmes du pays? Et quelles seront les missions dévolues au prochain gouvernement? Voilà des questions qui se posent avec acuité, des questions qui nous poussent, nous la presse, les membres de la classe politique, à nous interroger. Est-ce que le futur Premier ministre ou la future Premier ministre proviendra de la majorité au pouvoir? Est-ce qu'elle proviendra ou il proviendra de l'opposition armée ou non armée? On parle aussi de la société civile. Le Premier ministre ou la Première ministre peut provenir aussi de la société civile. Mais peu importe la personne qui sera choisie pour être nommée Premier ministre, les missions semblent déjà connues pour le futur gouvernement. Il s'agira de mettre fin à la guerre qui dure depuis 30 ans à l'est de la partie dans la partie orientale de la République de la voilà. guerre, on est là que pour mater la rébellion, 3 ans, oui. Voilà, et surtout mettre en place un vaste plan de reconstruction de toutes les provinces de l'est du pays. Il s'agit de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud du Kivu, à défaut d'un plan Marshall. Il faudra aussi décider de la réouverture des 2 aéroports, dont l'un est international, l'aéroport international de Goma, qui doit être réhabilité et modernisé parce que cette infrastructure a subi les affres de la guerre. Il faudra aussi décider de la réouverture de l'aéroport de Kavumu, l'autre porte d'entrée et de sortie dans la partie orientale du pays. Ce gouvernement devra aussi venir pour prêcher le vivre ensemble entre toutes les populations vivant dans la partie orientale du pays. Je termine aussi par
L'autre mission qui doit être collée à ces gouvernements, il s'agira de faire revenir tous les déplacés et les réfugiés, certains dans leur pays d'origine, et pour les cas de déplacés, ils doivent rentrer dans leur milieu naturel. Certains ont abandonné leur maison à cause de la guerre. Voilà quelques missions parmi tant d'autres attendues de ce futur gouvernement. Donc vous êtes allé dans les missions, mais mon problème c'était de savoir aujourd'hui, comme l'analyse de Géopolis, est-ce que dans cette composition, dans cet aréopage politique de la RDC, vous pensez qu'il y a quand même des favoris, parce qu'on voit de l'opposition radicale, je vois l'Amouka, je vois le PPRD de Kabila, on voit l'opposition tout fraîchement créée de Kabound, vous voyez la société civile, et de quelle opposition parlait-on si jamais il y a un gouvernement d'union nationale, et quelles sont les chances pour chaque compartiment de la classe politique? J'ai suivi un élément qui a été balancé tout à l'heure, très intéressant. On a cité Martin Fayoulou, Madidi, Jean-Marc Kaboundou à Kabound, mais force est de constater que ce sont des acteurs politiques, ce sont des opposants. Mais nous semblons oublier que ce Premier ministre peut provenir aussi de la famille à laquelle appartient le chef de l'État. Ce Premier ministre peut provenir aussi de la société civile. Elle est nombreuse, elle est multipartite, elle est multifaciale. Et vous avez les plusieurs composantes, la composante confession religieuse, vous avez les composantes forces vives, vous avez des syndicats, vous avez les patronats congolais. Donc, le Premier ministre peut provenir aussi du patronat congolais. À plusieurs cartes sur sa table. C'est à lui de trouver un homme qui lui sera loyal, patriote, nationaliste, un technocrate, pas un bureaucrate. Voilà, le pays a besoin. On nous balance l'image de Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que finalement, dans le contexte actuel, on ne peut pas compter sur la participation du PPRD, par exemple, je veux dire, du Front commun pour le Congo, la famille politique de Kabila? Joseph Junior Owawa, les professeurs de sciences politiques enseignent et disent que la politique, c'est un monde aléatoire, un monde dynamique. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis aujourd'hui. Rien n'empêche que ce Premier ministre puisse provenir aussi de l'ancien parti présidentiel, le PPRD. Mais il faudra que ces derniers puissent avoir la bénédiction de l'autorité morale qui se trouve actuellement à l'extérieur du pays. Je parle de Joseph Kabila Kabange. Voilà, et c'est dans ce cadre, justement, de ce contexte, que la libération de certains détenus de l'opposition a été saluée par Jonas Tchombela, président, au mieux le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Il a encouragé le président de la République à procéder également à un nettoyage au sein de son propre camp politique afin de favoriser une plus grande décrispation du climat politique. Cette démarche, selon lui, devrait baliser le chemin à la formation d'un gouvernement d'union nationale pour mieux faire face à la guerre d'agression. C'est ce que nous dit Patience Lokeke. Cependant, le week-end dernier, deux figures de l'opposition ont bénéficié d'une liberté conditionnelle. Il s'agit de Seth Kikuni et Mike Mukebai, condamnés respectivement à 1 année et à 30 mois de prison pour, entre autres, propagation de faux bruits. Bien avant eux, Jean-Marc Kabound, ancien secrétaire de l'UDPS et aujourd'hui l'un des opposants au régime, a quitté la prison de Makala. Pour Jonas Tchombela, ces libérations traduisent un signal fort du président en quête de cohésion nationale en cette période où la RDC est agressée. C'est un signal fort qui donne une indication qui nous fait croire que le chef de l'État est en train de créer les conditions de cohésion nationale face à la guerre qui nous est imposée. Il appartient à ceux-là aussi d'en tenir compte de manière à ce qu'ils aient un comportement beaucoup plus responsable. D'abord le pays et on verra les problèmes qui le divisent. Jonas Tchombela suggère cependant au président de faire également le nettoyage dans sa propre cour pour une meilleure décrispation politique. Les autres mesures que nous estimons qu'il n'est pas encore réalisées, c'est faire le nettoyage de son entourage pour voir qui est avec lui réellement dans sa famille politique, voir s'il n'y a pas de gens qui portent des agendas cachés.
Et en envoyant ces signaux forts autour de lui, il doit s'entourer des hommes et des femmes qui sont loyaux, qui ne peuvent pas trahir le Congo. Au-delà de ces mesures, certains soutiennent que le président de la République doit favoriser le retour d'exil de certains Congolais. Bon, en regardant ces images de données, vous comprenez que est-ce que c'est aussi nécessaire pour le président de la République de procéder justement à cette décrispation politique, si tant est que son action est dans le sens de décrisper les climat politique. Est-ce que vous êtes d'avis que ça se fait justement pour contribuer justement à cette décrispation politique et pour permettre à ce que les acteurs puissent se mettre en confiance et participer à son initiative? On ne peut pas parler de cohésion nationale, de la pacification de l'Est, sans la décrispation politique. Il y a certaines personnes qui ont été condamnées et qui croupissent, qui vivent dans des maisons carcérales. Et il est de bonne loi que le président de la République, en tant que garant de la nation, d'ailleurs nous rappelons que les arrêts des cours et tribunaux sont rendus en son nom, c'est lui les magistrats suprêmes. C'est lui qui détient les pouvoirs de commuer les peines, de dégracier qui il veut, et en tenant compte des procédures et des textes en vigueur en République démocratique du Congo. Déjà, le fait de faire sortir notre confrère qui a traversé la rive qui est de l'autre côté de l'univers politique, et Mike Mukebai, et c'est une bonne chose. Cette Kikuni aussi, nous saluons sa libération, c'est un père de famille. Et il faut regarder les images quand il est rentré chez lui, comment ses enfants ont été tout contents, y compris sa femme et les restes on parle de la déjà famille. De cette décrispation. Voilà. Je vais terminer avec vous avec cette question. Je pense il ne faut pas se limiter à ces quelques figures de l'opposition. Il y en a encore d'autres personnes qui méritent d'être libérées. Il faut élargir cette liste. Les prisonniers politiques d'opinion, on ne les retrouve pas seulement à Kinshasa, la capitale José Junior Wawa. Il y en a aussi à Lubumbashi et dans d'autres coins et recoins du pays. Il faut les libérer pour qu'ils viennent participer aux consultations ou au dialogue national en gestation. Parce que si nous voulons bouter hors du pays et l'agresseur, le chef de l'État l'a compris, il a été conseillé aussi par les princes de l'Église qu'il faut faire appel à toutes les intelligences. Ces intelligences, on les trouve en dehors des milieux carcérales, comme en prison. On termine avec vous. Il y en a des civils comme des militaires. Oui, justement, quand on parle de la décrispation politique, on voit justement ce qui ont créé justement cette situation de crise dans laquelle le pays se retrouve. Je vais parler de rebelles du M23. Et Joseph Kabila l'a dit, l'ancien président de la République, qu'il fallait aller un peu plus au-delà de ce qui est en train d'être fait. Vous pensez, comme les autres acteurs qu'on a reçus sur ce plateau, qu'il faille négocier carrément directement, pour justement trouver une formule à ce que le pays se structure et puis bien organiser la riposte contre le Rwanda. Bon, José Gignon, il ne faut pas interdire aux gens de réfléchir, de dialoguer, de se réunir pour tenter de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans la maison Congo. Merci beaucoup. Je termine en disant que le dialogue est l'essence même de l'homme. C'est pour cela qu'on parle dans nos villages de la palabre africaine. Voilà, on est dans le journal. Je coupe la poire en deux en disant, comme le chef de l'État, je ne suis pas pour un dialogue où on va nous amener l'agenda d'un pays étranger pour qu'il soit appliqué au Congo, pour favoriser demain encore les mixages, les brassages. Moi, je suis pour un dialogue qui va réunir les Congolais entre eux, se parler, laver les linges sales en famille pour réconcilier les pays. Donc, affaire à suivre, Dieudonné Bouanali, chroniqueur à Géopolis Télévision. On poursuit cette édition par la sensibilisation, mobilisation de la jeunesse congolaise contre l'agression sous couvert des supplétifs du M23 de l'AFC. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a séjourné dans les Grands Katanga, a visité
dimanche le centre de formation militaire d'Nzilo dans la province du Lualaba où sont regroupés plus de 600 jeunes qui ont volontairement pris l'engagement de s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité de la RDC. Théodore Ngandou pour plus de détails. Déterminé à ne ménager aucun effort pour répondre à l'appel du chef de l'État contre l'agression rwandaise, le président du Sénat est à pied d'œuvre pour sensibiliser et mobiliser les jeunes à intégrer l'armée congolaise en vue de défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Ici, au camp de formation militaire d'Nzilo, situé à 30 km de la ville de Kolwezi, dans le Lualaba, Samuel Kondé a rendu visite à plus de 600 jeunes nouvellement recrutés et regroupés pour la formation. Il était accompagné du vice-gouverneur de Lualaba, des sénateurs, des députés nationaux et provinciaux, du directeur général de l'ARSP et autres notables de Lualaba pour encourager ces jeunes qui ont volontairement choisi d'intégrer les rangs de forces armées congolaises. Porteur d'un message fort d'encouragement, le président du Sénat les a exhortés tous à plus de patriotisme et d'engagement pour barrer la route aux envahisseurs. Il les a aussi félicités d'avoir répondu instantanément à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car c'est la patrie ou le sacrifice suprême face à l'agression dont est victime la RDC. Le président du Sénat n'est pas venu main vide. En bon père des familles, il leur a apporté des dons en vivres et non-vivres. Les femmes et filles de militaires ont reçu des pagnes en ce début du mois de la femme. Quelques jeunes en formation se sont exprimés pour démontrer leur sens élevé d'engagement pour la défense de notre pays. À travers son message d'encouragement, Samuel Kondé a aussi lancé un appel à d'autres jeunes à suivre cet exemple pour une montée en puissance de l'armée congolaise. Le message ici, c'était d'abord de venir constater la matérialisation de l'appel à la mobilisation totale, surtout la mobilisation des jeunes de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir eu des échanges avec toutes les couches de la société ici dans le Lualaba, nous avions pris l'engagement de venir visiter ce centre de recrutement pour voir les jeunes, ceux qui déjà ont pris la décision de s'engager dans l'armée pour défendre la patrie. Je suis venu donner un mot d'encouragement pour leur dire qu'ils constituent notre fierté d'avoir répondu à cet appel et qu'ils doivent se considérer comme des modèles pour les autres jeunes, ici dans le Lualaba comme partout en République démocratique du Congo. Et puis lors de la réunion stratégique hebdomadaire avec le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, plusieurs sujets sanitaires ont été abordés, notamment la vaccination, l'épidémie de rougeole, la gestion de besoins en sang et les statistiques sur l'imponx. Des actions concrètes sont en cours pour faire face à ces défis avec des initiatives telles que la campagne Don de sang pour nos héros et des efforts de vaccination à l'échelle nationale. Rachel Smithenga. Lors de la réunion stratégique hebdomadaire avec le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, plusieurs points ont été abordés. D'abord, la vaccination. En 6 jours, plus de 6200 personnes ont été vaccinées à Kinshasa, soit 23% des 600 000 attendus. Cette vaccination se poursuit qui est en cours pour 10 jours, mais qui pourra se poursuivre au-delà de 10 jours. Et je rappelle juste la stratégie vaccination géographique et ciblée. Concernant l'épidémie de rougeole, celle-ci progresse dans 23 des 26 provinces de la RDC. Et concernant la rougeole, on a fait aussi le point. Donc on a vu qu'il y a une tendance à la hausse des cas de rougeole, à plus de 1000 cas par semaine. Et c'est qu'avec 23 zones de santé qui sont en épidémie, et la recommandation, c'est de faire une analyse approfondie et voir comment, avec les partenaires techniques et financiers, nous pourrons améliorer déjà la détection. Face à la demande croissante de sang, les gouvernements explorent des solutions pour acheminer davantage de poches de sang récoltées lors de la campagne Don de sang pour nos héros. Toujours en cours dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Parce qu'il y avait une collecte de sang, campagne de collecte, et comment ce sang devait être acheminé jusqu'au niveau du Nord et Sud Kivu. Donc, aux dernières nouvelles, c'est que de l'eau de 1200 poches de sang envoyées pour le Nord Kivu
devait arriver aujourd'hui. En ce qui concerne les statistiques sur l'Mpox, les cumuls est de 15 460 cas et 247 857 personnes ont reçu la première dose des vaccins sur l'ensemble du territoire national. La Congolaise au centre de toutes les ambitions sur le thème national de la Journée internationale des droits de la femme. La femme a-t-elle les mêmes chances que l'homme en tant que professionnel ou entrepreneur? C'est un vieux débat qui n'est pas tranché. Sylvie Maloukissa, directrice générale de Manitex au Congo, donne à ce débat sa lecture à elle. Elle est interrogée par Patrick Ilunga. Je pense que si c'était facile pour les femmes, on n'aurait pas de programme d'encouragement pour les femmes. Oui. Tout le monde éprouve des difficultés, mais moi je dis toujours les femmes ont une couche de difficultés, c'est la condition féminine. Dans un pays où beaucoup de femmes entreprennent, parce que les statistiques montrent clairement que dans le milieu de la carrière, 70% des employés sont des hommes et seulement 30% sont des femmes, mais ces chiffres sont renversés lorsqu'on entre dans l'entrepreneuriat ou même que ce soit informel ou formel. Mais les chiffres deviennent alarmants plus la taille de l'entreprise grandit parce que les femmes restent dans de tout petits business et elles ont du mal à aller dans des grands business. La difficulté, moi en tant que femme, je dirais que la difficulté vient du fait que la condition féminine joue négativement. Et c'est quoi la condition féminine pour moi? C'est le fait d'être une femme, le fait d'être une mère. Moi, je travaille dans l'usine. Quand mon fils, qui a 4 ans aujourd'hui, avait moins de 3 ans, j'étais obligée d'avoir un enfant sur le dos dans mon usine. Parce que, précisément, j'étais dans une période où je ne pouvais pas payer une nounou. Comment je fais? Je ne laisse pas mon bébé. Je n'abandonne pas mon entreprise. Et je n'ai pas d'argent pour payer une bonne. Donc, je mets mon bébé sur le dos. D'ailleurs, je crois que si les gens peuvent avoir la curiosité de regarder certaines de mes vidéos sur les réseaux sociaux, ils verront qu'il y a toujours un bébé avec moi sur le dos dans mon usine. J'ai un mari qui lui aussi impose son agenda. Et il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont le courage de tenir tête devant leur mari, pas d'être impoli, hein, de juste faire comprendre à cet homme que je suis un entrepreneur, en tant que boss de ma société, je dois prendre des décisions qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec toi, ok? Et d'avoir aussi le mari qui a la largesse d'esprit de comprendre que, ok, ma femme est une entrepreneur, c'est une boss, voilà, elle doit voyager, elle doit aller dans des réunions qui terminent tard, voilà. Et puis à l'occasion de la journée mondiale de la vie sauvage, célébrée chaque 3 mars, les experts soulignent l'urgence de protéger la biodiversité menacée par le braconnage, le commerce illégal et la destruction des habitats, avec pour thème 2025 le financement de la conservation de la vie sauvage, investir pour l'humanité et la planète. Cette journée appelle à une prise de conscience collective pour l'importance d'investir dans la protection des espèces afin de garantir un avenir durable, tant pour la nature que pour l'humanité. Regardez. Le 3 mars, le monde célèbre la Journée mondiale de la vie sauvage, une occasion précieuse pour réfléchir à l'importance de la biodiversité et à la nécessité de protéger la planète. Cette journée est également un moment pour sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur la faune et la flore. À l'époque, nos ancêtres ne vivaient que de la chasse et de la cueillette. Donc, ils allaient en forêt pour... n'est-ce pas, chercher la nourriture en termes de végétaux, et puis ils allaient faire la chasse. Alors la chasse, ils avaient de fusils, ça c'était avant la domestication, pour aller chercher l'espèce animale qui était purement sauvage. Alors quand la domestication est venue, alors avec la domestication, les animaux qui vivaient en forêt étaient capturés pour qu'ils soient à côté de l'homme. Alors ces animaux-là devaient être, n'est-ce pas, encadrés, et c'est comme ça qu'au sens strict, nous parlons de l'élevage. Alors ces animaux-là devaient avoir un aliment approprié parce qu'ils devaient avoir des enclos, ils devaient avoir leurs habitats, et c'est comme ça que nous parlons de la domestication proprement dite. Il fallait prévoir la nourriture, il fallait transformer leur nourriture, il fallait leur donner tout ce que je peux appeler les boutiquets, de sorte qu'ils ne puissent plus
consommées de manière sauvage, que ce soit des espèces animales ou des espèces végétales. Et que maintenant, vous voyez que dans tout ce qui est naturel ou dans tout ce qui est sauvage, vous allez remarquer qu'il n'y a rien des OGM. Vous voyez, donc ce ne sont pas des organismes génétiquement modifiés. C'est de manière naturelle, d'abord que ce soit les animaux qui broutaient et les espèces végétales vivaient dans un environnement purement sauvage. Parce que là où il y a le sauvage, il y a vraiment le bio pur au sens strict de la vie. La criminalité liée aux espèces sauvages, comme le braconnage et le commerce illégal, continue de décimer les populations animales déjà fragiles. De plus, la destruction des habitats naturels et le changement climatique aggravent la situation, mettant en danger plus d'1 million d'espèces. Le thème de la Journée mondiale de la vie sauvage en 2025, le financement de la conservation de la vie sauvage, investir pour l'humanité et la planète, souligne l'urgence d'agir. Investir dans la conservation n'est pas seulement bénéfique pour les espèces menacées, cela a aussi des retombées positives pour l'humanité. Des écosystèmes sains contribuent à la sécurité alimentaire, à la régularisation du climat et à la santé publique. Ainsi, protéger la vie sauvage est un investissement dans l'avenir. Et puis cette information, la nation congolaise en général, les sportifs en particulier ont rendu un dernier hommage à Edingwe, Alliance Moto Nangenge, et ce dimanche 2 mars 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa. Pendant cette cérémonie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part à honorer la mémoire de l'icône du catch congolais, Blessed Kuzola, nous en dit plus. Les derniers hommages à Edingwe Mapima. Le chef de l'État, le gouvernement congolais et la nation tout entière ont rendu un vibrant hommage ce dimanche à l'une des figures emblématiques du catch congolais, le fait Edingwe Moto Nangenge. Ce dimanche à Kinshasa, à l'occasion d'une cérémonie funéraire populaire organisée à l'esplanade du Palais du Peuple, le président de la République Félix Tshisekedi a rendu un dernier hommage au célèbre lutteur et catcheur Edingwe Mapimba Mbaka Louis, alias Yaedi Moto Nangenge. Le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs en s'inclinant devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu avant de réconforter la veuve et les membres de famille du défunt. Lors de son oraison funèbre, le ministre des Sports, Didier Boudimbu, a salué la carrière exceptionnelle d'Edingwe, soulignant son influence et son rôle inspirant dans le sport congolais. L'homme à qui je rends hommage en ce jour a marqué l'histoire d'un sport et à travers celui-ci, celle de toute une génération. Edingwe Moto Nangenge n'était pas seulement un athlète exceptionnel, c'était aussi une source d'inspiration de milliers de passionnés du sport à travers notre pays. Par son talent, son engagement et sa détermination, il a supporté les couleurs du catch congolais à l'époque zaïrois et a fait vibrer les foules sur l'étendue de la République démocratique du Congo. En guise de reconnaissance, une plaque commémorative a été dévoilée en son honneur. Cette dernière sera installée au monument des artistes situé à la place Victoire dans le quartier Matongé en plein cœur de Kinshasa. Edingwe Moto Nangenge a tiré sa révérence le 13 janvier dernier à Rabat au Maroc où il était hospitalisé pour des soins médicaux. Âgé de 73 ans, il laisse derrière lui un héritage unique dans le domaine du catch et de la lutte traditionnelle congolaise. Il a su enrichir par des éléments mythiques, rendant ses combats légendaire. Son départ marque la fin d'une ère, mais son nom restera gravé dans l'histoire du sport congolais. Voilà, on suit à présent la page internationale. On va à la région du Moyen-Orient plutôt, qui a ravi à l'Afrique les rangs de première région bénéficiaire des engagements chinois dans le cadre de l'initiative lancée par l'Empire du Milieu en 2013. La Guinée, le Libéria, la République du Congo et le Maroc figurent tout de même dans le top 5 du pays où les taux de croissance des engagements de Pékin ont été le plus élevés durant l'année écoulée. Francine Moukeba pour le détail.
La Chine a réalisé des projets d'une valeur cumulée de 29,2 milliards de dollars en Afrique dans le cadre de l'initiative de nouvelles routes de la soie durant l'année 2024. L'Afrique a cependant perdu son rang de première région bénéficiaire des engagements chinois dans le cadre de l'initiative chinoise lancée en 2013 au profit de la région du Moyen-Orient qui a accaparé des engagements globaux de 39 milliards de dollars l'an passé. 4 pays africains figurent parmi les 5 pays du monde où les taux de croissance des engagements chinois ont été les plus élevés en 2024. La Guinée, plus de 1935%, le Libéria, plus de 1900%, la République du Congo, plus de 8000% et le Maroc, plus de 724%. La ventilation sectorielle des engagements chinois dans les pays ayant rejoint l'initiative des nouvelles routes de la soie montre que Pékin s'est concentré durant l'année écoulée sur les secteurs de l'énergie, 31% du total des engagements, des mines 17,6%, des technologies 14,3% et du transport 12%. Avec 21,4 milliards de dollars, le secteur de mines a ainsi dépassé celui des transports grâce notamment aux investissements croissants dans les domaines de l'exploitation de minerais critiques en Afrique, en Amérique latine et en Indonésie. La plupart des investissements dans les engagements globaux a chuté à 42% en 2024 contre 53% en 2023, ce qui suggère que les entreprises chinoises prennent moins de risques et privilégient les contrats qui sont souvent financés par des prêts accordés aux pays étrangers par les banques chinoises. Les engagements accumulés de la Chine dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie ont atteint 1175 milliards de dollars depuis le lancement et de cet ambitieux projet qui vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction des infrastructures comme des ports, des voies ferrées, des aéroports ou encore des parcs industriels et des centrales électriques. Continuer à parler de l'économie dans cette page internationale. Classé parmi les 25 meilleures destinations à visiter en 2025, le Bénin voit sa stratégie pour le tourisme récompensée à l'international. Les autorités voient en ce secteur un levier de développement économique et d'attractivité. Blessed Kouzola. Le gouvernement béninois ambitionne d'accroître le poids du secteur touristique dans l'économie nationale en portant sa participation au PIB de 6% actuellement à 13,4% d'ici 2030. Un élément clé de cette ambition est la volonté d'attirer plus de 2 millions de visiteurs par an à cette échéance. Le tourisme a longtemps été un secteur sous-exploité au Bénin alors que le pays possède d'importants atouts à la matière, notamment sur le volet culturel, historique et géographique. Selon les ministres du secteur, l'économie béninoise reposait essentiellement sur l'agriculture, notamment sur les filières coton et anacarde, ainsi que sur des activités portuaires. Depuis 2016, néanmoins, une politique de diversification économique qui a été engagée à travers l'industrialisation et la transformation des matières premières, mais aussi en valorisant son potentiel touristique, culturel et patrimonial. Si l'ambition affichée par les autorités béninoises est de hisser les pays parmi les destinations phares d'Afrique, la réussite de cette stratégie dépendra aussi de leur capacité à maintenir les investissements, à promouvoir efficacement l'offre touristique et à garantir des standards élevés en matière d'accueil des visiteurs. Merci Blessed Kouzola. Je vous convie à suivre à présent la revue de presse avec Domomat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec Le Phare qui titre « Pour barrer la route à l'ennemi, consolider l'unité et la cohésion nationale, le gouvernement lance la campagne Congolais Téléma ». Cette campagne vise à éveiller la conscience nationale et à mobiliser le peuple pour défendre la patrie contre l'agression rwandaise. Géopolis Hebdo note à propos du même sujet que, à en croire la première ministre Judith Suminwa, il est fondamental d'opposer à la guerre d'agression rwandaise la force de notre unité, celle où chaque Congolais se mobilise à la hauteur de ses capacités et de ses moyens pour défendre notre nation. D'où le lancement du Front populaire, a-t-elle laissé entendre. Congo Nouveau s'intéresse à la politique interne.
Les tabloïds affirment que le jour de la première ministre Judith Suminwa sont comptés, notamment après les débuts des consultations par Désiré Cachemire et Bérandé, le nouveau conseiller spécial du président en matière de sécurité, en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dans le même registre politique, Forum des As reprend une tribune du secrétaire permanent adjoint du PPRD. Il revient sur le propos de Joseph Kabila lors de sa première sortie médiatique 6 ans après avoir quitté la présidence. Pour lui, le propos de l'ex-président préconise une approche globale et holistique pour résoudre la crise de l'Est de la RDC. Car pour Joseph Kabila, autant que pour toutes les parties intéressées par la question de la RDC, y compris l'ONU, tout le monde doit négocier avec tout le monde, un principe qu'il qualifie de clé dans la recherche de la paix. De son côté, la prospérité aborde l'affaire FDLR avec un titre évocateur, FDLR, une ombre inexistante mais toujours évoquée. Depuis des décennies, écrit la consoeur, le Rwanda brandit la menace de FDLR pour légitimer ses incursions en RDC. Mais à force de traquer sans jamais trouver, la question se pose, cette menace est-elle réelle ou simplement un écran de fumée pour masquer d'autres ambitions? Géopolice Hebdo s'est fait également écho de cette affaire avec une analyse similaire mais plus détaillée. Selon les tri hebdomadaires, le FARDC parle d'une mise en scène orchestrée par Kigali. Géopolice Hebdo revient en effet sur un incident où des images ont circulé prétendant montrer des FDLR capturés à Goma et rapatriés au Rwanda. Le FARDC, dans un communiqué, ont fermement rejeté ces allégations, les qualifiant de montages de mauvais goût. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, a souligné que les autorités rwandaises ont manipulé des anciens détenus pour le faire passer pour des combattants FDLR. Géopolice Hebdo souligne que cette mise en scène n'est qu'un moyen pour Kigali de discréditer l'armée congolaise et justifier ses incursions. Il est évident que la guerre de l'information se joue sur ces terrains où chaque accusation est démentie, souligne les tensions croissantes entre les deux pays. Enfin, Info 27 change de registre en analysant les relations diplomatiques de la RDC, notamment avec la Russie. Le journal estime que la RDC devrait saisir l'opportunité de renforcer ses liens avec Moscou, notamment pour attirer Gazprom dans l'exploitation du gaz du lac Kivu. Info 27 plaide pour une coopération plus forte avec la Russie, soulignant que des accords signés en 1999 et 2017 n'ont jamais été mis en œuvre. Le tabloïd appelle à la révision de la constitution congolaise pour faciliter la coopération en matière de sécurité et d'exploitation des ressources naturelles, en particulier le gaz, dans les contextes de tension au Kivu. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Donc voici le rappel du titre. Le chef de l'État l'a annoncé, finalement l'idée fait son chemin, il faut le gouvernement d'union nationale, toutes les parties se mobilisent. À cet effet, vous avez suivi les détails dans cette édition. Également, dans ce journal, nous avons parlé de prisonniers politiques qui quittent les prisons. La société civile salue cette décision des autorités de pouvoir décresper le climat politique avant la formation de cet éventuel gouvernement d'union nationale. On a parlé également plutôt de ce classement de pays africains bénéficiant de l'engagement de Chinois, le Maroc, le Libéria ou encore le Maroc rafle la mise. Merci, à très bientôt pour une nouvelle édition du journal sur Géopolice Télévision. Au revoir. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.